Donc aujourd'hui, comme sujet, je vous ai proposé de vous aborder sur les outils pratiques qui facilitent à tout le moins le quotidien de ces familles qui sont confrontées à la maladie d'un proche. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour savoir mais qu'est-ce qui existe. Mais il existe vraiment beaucoup d'outils pratiques. Malheureusement, comme autre chose, c'est pas des outils qui sont tous bien connus. Donc aujourd'hui, je vous en présente plusieurs. J'ai vraiment ciblé des outils qui font une différence au niveau de l'organisation du quotidien, particulièrement dans la sphère physique et l'environnement. Donc, notamment quand on est plus qu'une personne à prendre soin d'une personne qui est malade. Il y a toute une coordination, en fait, à faire dans les soins, des informations à noter, à transmettre, des informations qu'on reçoit. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et qu'est-ce qui peut nous aider? Donc, je vous présente beaucoup d'outils. Les outils sont tous répertoriés dans le répertoire d'outils pratiques que vous trouvez sur mon institut numérique, donc institut.evgaudreau.com, que vous avez aussi le lien d'accès sur evgaudreau.com tout simplement. Donc, dans ce répertoire d'outils pratiques, vous avez tous les liens Internet, même des documents PDF pour pouvoir vous y retrouver. Donc, tout au long de la présentation, je vais vous présenter beaucoup de choses. Ça se peut que ça aille vite. Donc, la ressource à retenir, c'est institut.evgaudreau.com. Sur le répertoire des outils pratiques, vous avez toutes les informations que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, j'y vais rondement, vraiment dans des outils qui font une différence au niveau du quotidien. Donc, on a beaucoup d'organisations ministérielles, communautaires qui ont réfléchi à cette réalité-là et qui nous ont proposé des beaux outils. Plusieurs sont gratuits, plusieurs sont disponibles en ligne. Donc, c'est vraiment intéressant de les connaître. Puis, l'important, c'est d'aller chercher les outils qui font une différence, évidemment, pour la famille. Au lieu de se faire inonder de plein de choses, c'est vraiment de cibler selon le besoin. Alors, j'y vais de ce pas pour la présentation. Le premier outil que je voulais vous partager, c'est Fiche pratique à l'attention du proche aidant. Donc, un document, en fait, de quelques pages qui a été produit par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval en collaboration avec l'Appui pour les proches aidants, donc une organisation vraiment à travers tout le Québec pour tout ce qui concerne les besoins pour les proches aidants. Les fiches pratiques à l'attention du proche aidant, c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez de l'information sur la personne aidée. Donc, ça, c'est intéressant quand on est plus qu'une personne à prendre soin de la personne qui est malade. Donc, on a vraiment dans cet outil-là toutes les informations de base nécessaires pour assurer le suivi sécuritaire et de qualité pour cette personne-là. Donc, c'est quoi ces informations personnelles? Quelles sont ses ressources? Donc, qui lui vient en aide? Quel est son médecin, le pharmacien, les coordonnées du proche aidant? On a un espace aussi pour tous les documents de la personne aînée. Donc, la personne qui est aidée. Est-ce qu'elle a rempli son testament, son DMA, différents documents légaux? Donc, on a vraiment la liste de ces documents-là. On a tout l'espace pour la fiche santé, donc tout le carnet de santé, les symptômes physiques, cognitifs, quelles sortes de questions on peut poser aux professionnels. C'est vraiment très bien détaillé. En même temps, c'est concis, donc on y va vraiment avec l'essentiel. Vous avez des coches où ce qu'on peut indiquer en fait les problématiques de la personne. Donc, est-ce qu'elle a des difficultés avec l'appétit, avec le sommeil? Est-ce que c'est une personne en fait qui a des besoins particuliers? Et on a tous aussi les activités de la vie quotidienne. L'horaire de sa journée, les particularités aussi, si c'est une personne qui a un trouble cognitif comme l'Alzheimer. Donc, c'est vraiment un outil à avoir à portée de main pour les proches aidants, pour pouvoir passer le relais puis avoir en main toute l'information pour réagir rapidement aux besoins et pour assurer un bon suivi de cette personne-là. L'autre outil que je voulais vous parler, en fait, ça provient du portail palliatif canadien. Donc, c'est une audio-vidéothèque. Donc, c'est vraiment des vidéos qui ont été produites pour faciliter le quotidien des proches aidants. L'audio-vidéothèque, vous avez en fait sur le portail palliatif canadien des vidéos pour la prise en charge au niveau, par exemple, des médicaments, comment administrer des médicaments par la bouche, par un timbre, par différents moyens.
Comment procurer aussi l'hygiène du lit, l'hygiène au lit, pardon, de manière sécuritaire, comment mobiliser un proche sans se blesser, parce qu'on a souvent des proches aidants qui vont se blesser au dos, notamment en prendre soin d'un proche qui est malade. Donc, on a toutes des vidéos comme ça dans l'audio-vidéothèque du portail palliatif canadien. C'est intéressant parce que on peut avoir des formations dans ces gestes-là par des professionnels, ce qui est toujours recommandé, mais des fois, on a la tête pleine, remplie de plein d'informations, on a besoin de s'adapter à plein de choses, le quotidien va vite. Donc, dans l'audio-vidéothèque du portail palliatif canadien, c'est un bon rappel visuel, en fait, des bonnes pratiques qui entourent ce soin-là, physique, de l'hygiène et la gestion des médicaments. Parce que c'est pas forcément parce qu'on est un proche aidant qu'on a une base aussi à ce niveau-là. Des fois, c'est tout un univers à démystifier. Et même si on vient de cet univers-là, qu'on est une infirmière qui devient une proche aidante, c'est complètement un rôle complètement différent. L'autre outil que je voulais vous parler, c'est le suivi santé, ma santé sur papier. Donc, un outil qu'on peut trouver gratuitement en ligne, que vous avez sur mon site institut.fgaudreau.com. Donc, vous avez les références. Ce document-là, en fait, nous permet de faire vraiment le suivi de la santé. Donc, encore une fois, on regarde c'est quoi les ressources de la personne, c'est quoi les coordonnées des gens qui s'occupent d'elle. Et puis, on a vraiment des espaces à l'intérieur de l'outil pour compléter les informations en cas d'urgence, les particularités de la personne. Donc, on parle de l'histoire médicale, donc est-ce qu'elle a des allergies, des intolérances, on parle des antécédents de santé, des antécédents familiaux, les différentes habitudes de vie, est-ce que c'est un fumeur, une personne qui prend de l'alcool, quel est son état de santé actuel. On a des tableaux aussi pour faire un suivi du poids de la personne. Dans certaines situations, ça peut être très important de voir la fluctuation du poids, la tension artérielle, le diabète, le cholestérol. Donc, on a vraiment des tableaux adaptés à ces conditions-là et la liste de médicaments. Donc, c'est quoi la liste des médicaments avec la posologie et à quel moment on doit le prendre. Donc, un document comme ça qui fait vraiment la synthèse au niveau du suivi santé. Des informations qui peuvent être importantes. Encore une fois, si on est plus qu'un à prendre soin de la personne, mais même pour une seule personne, une seule proche aidante, encore une fois, on peut avoir la tête pleine. Donc, d'avoir un outil comme ça permet de mettre en synthèse tous ces éléments-là. Ça fait un bon rappel. Puis, c'est un outil aussi qui est facilitant quand on se retrouve dans le bureau du médecin. On sort ces informations-là, puis on les a sous la main rapidement. Ça assure un suivi de meilleure qualité aussi, un meilleur encadrement de notre proche qui a des soucis de santé. L'autre outil que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un coup de cœur pour moi, c'est un outil qui a été produit par le regroupement des proches aidants de Bellechasse, qui a été adapté par un outil qui existait déjà. Donc, ça s'intitule « Qui fait quoi? Portrait du partage de tâches ». Donc, vous l'avez aussi sur institut.fgaudreau.com. Donc, qui fait quoi? Comme le nom très éloquent l'indique, c'est vraiment pour partager les tâches du quotidien. Donc, moi, ce que j'ai réalisé, en fait, dans le bon fonctionnement des familles, on a des familles notamment qui souhaitent rester au domicile le plus longtemps possible. Donc, c'est un rêve, un espoir qui est caressé par plusieurs. Mais une fois qu'on se retrouve les deux pieds dans cette réalité-là, des fois, c'est autre chose parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup de choses à gérer, que ce soit la maison, les rendez-vous, les soins physiques, l'alimentation et tout ça. Donc, les familles que j'ai vues pour lesquelles ça fonctionnait le mieux, c'est les familles qui étaient vraiment structurées, organisées, qu'on savait c'était quoi le besoin, quelles étaient les ressources, qui s'occupait de quoi, quand. Donc ici, on a un outil qui est disponible en PDF téléchargeable imprimable où ce qu'on peut voir en fait quelle responsabilité est assumée par quelles ressources, que ce soit la famille, les proches, des ressources communautaires, le CLSC ou centre de jour, et puis des ressources qui peuvent être privées. Donc, dans cet outil-là, on fait le bilan en fait de qui gère les dépenses, les rentrées-sorties d'argent, la portion répit accompagnement. Donc, quand on a, par exemple, à faire du répit 24/7, ça peut être toute une gestion aussi de logistique, d'horaire. Je pense aux gens, par exemple, qui font de la démence, les gens qui font de l'errance.
Les gens qui sont vraiment dans leur toute fin de vie avec des problématiques qui font qu'ils ont vraiment besoin d'avoir une personne au chevet. Donc, qui assure ce répit-là, cet accompagnement-là? Est-ce qu'on a des pointes de tarte non comblées en termes de répit, d'accompagnement? On regarde aussi tout le soutien à domicile, les soins d'hygiène, le soutien émotif, la vie domestique, la gestion des affaires courantes. Donc, c'est vraiment un tour d'horizon de tous les besoins qu'on a. En fait, c'est les besoins d'un être humain au quotidien, mais quand on est autonome, on gère toutes ces choses-là, le changement de pneus avec les saisons et tout ça. Puis là, on réalise que le jour qu'on n'est plus capable, ben, on en faisait beaucoup de choses. Donc, qui pallie à quoi quand? Puis ça, c'est l'information qu'on doit tenir à jour parce qu'évidemment, les capacités de la personne vont évoluer. L'autre outil pratique que je voulais vous parler, en fait, c'est des outils qui viennent de la STAS. Donc, je vous ai parlé tantôt des déplacements sécuritaires, donc on appelle les PDSB dans le langage interne, donc les principes de déplacement sécuritaire du bénéficiaire. Idéalement, c'est d'avoir une ressource qualifiée qui nous donne les indications selon la réalité de notre proche. Donc, est-ce qu'il arrive à se mobiliser seul ou pas? Est-ce qu'il arrive à faire sa toilette seul? Donc, on regarde vraiment la mobilisation qui nécessite de l'aide et puis on peut recevoir de la formation par rapport à ça. Ici, sur la STAS, en fait, là aussi, vous avez les coordonnées sur l'Institut. La STAS a produit des fiches techniques très claires. Donc, ça peut être un rappel important. Parce qu'encore une fois, nos proches aidants, ils ont la tête pleine de plein de choses. Ils ont des charges émotionnelles par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, la rétention de l'information peut être difficile. Donc, c'est intéressant d'accompagner les formations avec des outils comme ça, visuels, que ce soit les vidéos que je vous ai parlé tantôt ou des fiches pratico-pratiques, comme on dit. La STAS produisent différentes choses. Donc ici, j'ai une brochure qui est l'organisation de la chambre pour les soins à domicile. Donc ça, c'est tout un univers aussi. Quand que la chambre initialement est à l'étage, la personne ne peut plus monter. Là, on transforme le salon en chambre où la personne peut se rendre à sa chambre, mais on doit adapter parce qu'on a un nouveau lit, parce qu'on a du matériel. Donc le domicile peut se transformer rapidement. Donc là aussi, sur la STAS, vous avez des recommandations pour s'assurer que ça soit pratique, efficace, sécuritaire et ça nous donne accès aussi à plus d'informations sur l'adaptation du domicile. De concert, on peut le faire avec une ergothérapeute de préférence, on peut avoir des évaluations professionnelles, mais ça ici, c'est un outil qui est complémentaire à ce genre d'évaluation. L'autre catégorie d'outils dont je voulais vous parler, en fait, c'est tout ce qui touche l'alimentation. Donc, l'alimentation en contexte de maladie, en contexte de fin de vie peut devenir difficile, notamment pour la déglutition. Donc, pour le fait d'avaler les aliments, ça peut devenir difficile. On a beaucoup de modifications alimentaires quand on arrive en fin de vie pour la condition de santé, la médication aussi. Des fois, on a des gens qui n'étaient pas du tout goût sucré, puis là, ils ont envie de manger que du sucre. Des fois, il y a des aliments qu'on adorait, puis là, ils passent plus. Donc, on a quelqu'un qui arrive avec la soupe au pois pensant bien faire, mais finalement, ça passe pas du tout, des nausées. Donc, il y a beaucoup de difficultés qui peuvent être soulevées par rapport à l'alimentation. Ici, deux outils pratiques que j'aime particulièrement pour la clientèle qui a cette difficulté à déglutir, à avaler. On a Manger avec plaisir toujours. Donc, vous avez, encore une fois, c'est un PDF téléchargeable qui est gratuit, qui a vraiment été produit par l'Institut du tourisme d'hôtellerie du Québec, mais en collaboration avec les soins palliatifs McGill, département de médecine familiale, Université McGill, le Centre international sur les soins palliatifs, la maison établissement de soins palliatifs. Donc, c'est vraiment étudié pour la clientèle à soins palliatifs qui ont de la difficulté à avaler, mais pour garder le plaisir de manger. Parce que déjà, il y a beaucoup de plaisir qu'on ne peut plus vivre en fin de vie. Des loisirs, des sorties, la force physique d'aller à son chalet, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses dont on doit faire le deuil. Mais si on peut éviter de faire le deuil aussi de l'alimentation, mais on a des ressources comme ça qui nous aident à trouver un plan B, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une réflexion où ce qu'on garde justement le cap sur l'alimentation agréable et plaisante avec des recettes vraiment intéressantes. Ici, vous avez le bœuf bourguignon, mais qui a vraiment été réduit en purée, mais
Si vous voyez bien, on a le souci quand même de garder le goût, la saveur, mais on n'est pas dans une purée. On n'est pas en train de manger du porridge à tous les jours. On a vraiment ce souci-là, que ça soit visuellement agréable, que ça soit au niveau de l'odorat aussi intéressant. Donc, il y a toute une réflexion qui a été faite par rapport à ce sujet-là. Le deuxième outil que j'aime beaucoup par rapport à l'alimentation, c'est Purée que c'est bon. Donc, Purée que c'est bon, c'est toujours la même clientèle, les personnes qui ont de la difficulté à la déglutition, à avaler. Purée que c'est bon, c'est pas un document, un PDF comme celui que je viens de vous montrer, c'est vraiment un site internet. Donc, Purée que c'est bon, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on réfléchit aux recettes connues, nos classiques, les recettes appréciées de la part de la clientèle. On les réfléchit pour les rendre en texture facile à avaler. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que puisque c'est sur Internet, en fait, on a les fiches de recettes et on peut cliquer les ingrédients dont on a besoin et ça s'installe dans une liste d'épicerie, tout simplement. Donc, par la suite, on peut imprimer la liste d'épicerie puis aller vraiment chercher les aliments dont on a besoin. Donc, Purée que c'est bon, c'est vraiment développé par l'École de nutrition de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, on a vraiment une équipe spécialisée dans l'alimentation qui a réfléchi à cette réalité-là des gens qui ont de la difficulté à avaler les aliments. On passe maintenant à l'autre défi du quotidien pour plusieurs personnes qui sont malades, c'est-à-dire de savoir gérer la médication. Donc là, ça peut devenir vraiment un casse-tête de gérer la médication parce que de un, ça peut changer. La condition de fin de vie va changer, il peut y avoir des ajustements de dosage, on peut changer de molécule si jamais il y a des effets secondaires à celles qu'on a essayées ou que ça fonctionne pas. Donc, c'est de se tenir à jour dans les médicaments, puis on sait qu'il y a une forte proportion en fait des prescriptions qui sont pas respectées pour différentes raisons, mais on sait qu'on a des familles qui n'osent pas poser de questions, qui sont mal à l'aise de dire qu'ils comprennent pas comment faire l'utilisation adéquate de la médication. On a des familles aussi qui pensent être correctes dans l'usage de la médication, mais on réalise que c'est pas le cas. Donc, encore une fois, il y a des outils qui existent pour pouvoir faire cette gestion-là de la médication au quotidien. Mon coup de cœur, c'est vraiment le Médicarnet. Donc, le Médicarnet, comme vous voyez actuellement, ça peut être un petit document comme ça qui est papier. Mais si la personne est habilotée sur un téléphone intelligent, il y a aussi l'application Médicarnet. Donc, cet outil-là, dans le fond, on y retrouve la liste des médicaments, leur utilité, donc pourquoi je prends ça, à quoi ça sert, comment je le prends, est-ce que on peut le couper, des fois on a des médicaments qu'on doit prendre une demi-dose, qu'on peut le couper, d'autres qu'on ne doit pas le couper, c'est quoi les effets attendus et indésirables, donc c'est important de savoir, mais à quoi je porte attention, donc si constipation par exemple, est-ce que je dois le noter à partir de quand je dois en parler au professionnel si la personne est constipée, est-ce que le professionnel c'est le médecin nécessairement ou ça peut être le pharmacien. Donc, tout ce qui entoure l'utilisation de la médication, on a l'information dans le Médicarnet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle aussi à savoir si la personne a des allergies. Donc, il y a certains médicaments qui contiennent des allergènes. C'est important de le savoir si la personne fait partie de ces gens-là. On a aussi la possibilité d'avoir des relevés pour la tension artérielle, pour le cholestérol. Donc, si ça fait partie, en fait, des éléments à prendre attention. Donc, c'est vraiment des tableaux succincts, faciles à remplir, qu'on a sous la main, qu'on peut compléter. On a aussi l'espace pour des questions à poser au médecin, donc pour se préparer à la rencontre médicale. Donc, le Médicarnet. Et si on y va dans le Médicarnet version application, la différence ou l'avantage, c'est qu'on peut avoir plusieurs profils de patients. Donc, si par exemple, vous êtes de ceux qui s'occupent de vos 2 parents, par exemple, ben là, vous pouvez avoir sur l'application Médicarnet les profils des gens dont vous prenez soin. Donc, ça peut être intéressant. Dans l'application, vous pouvez avoir aussi un rappel des dosages, des rappels des renouvellements. Donc, on peut avoir des alertes comme ça qui nous indiquent que c'est le temps de prendre la médication, que c'est le temps de demander un renouvellement à la pharmacie, au médecin. Dans l'application, on a aussi la transmission des mises à jour des médicaments. Donc, comme je vous disais, les médicaments peuvent changer, puis on a plusieurs professionnels qui peuvent effectuer des changements. Ça dépend de la médication, de la condition.
Une personne qui est en fin de vie, elle peut avoir un médecin généraliste, elle peut être suivie aussi par des médecins spécialistes, elle peut avoir des suivis avec le pharmacien, l'infirmière pivot. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes, en fait, qui côtoient la personne qui est malade. Il peut y avoir plusieurs sources de modification de médicaments. Donc, avec l'application de Médicarnet, on ajoute le fait de pouvoir transmettre ces mises à jour-là de médicaments par courriel instantanément à l'équipe médicale et aux proches aidants. Évidemment, ceux qu'on aura choisis. Donc, si on veut être certain que son proche aidant soit à jour sur la médication, on peut l'inclure dans le courriel de l'application Médicarnet. Donc ici, c'est l'information est la meilleure prescription.org où on peut aller chercher l'application gratuite et se procurer, si on est moins techno, on peut se procurer aussi l'outil qui est papier. L'autre information que je voulais vous partager, en fait, c'est une série de cahiers qui a été développée par Biblio Santé. Avant, on appelait ça Biblio Aidant, mais dernièrement, ils ont changé de nom pour Biblio Santé. Donc, c'est vraiment des bibliothécaires diplômés qui ont réfléchi puis qui continuent de réfléchir à toutes les années à différentes thématiques. Donc, on a 15 thématiques. Ici, je voulais juste vous montrer la page couverture, mais en fait, c'est un guide complet qui est téléchargeable en ligne gratuitement, qu'on peut imprimer, se procurer facilement sur le site. Le lien est sur institut.fvaudreuil.com dans le répertoire des outils pratiques. Donc, Bibliosanté, c'est un répertoire de livres, de sites web, de séries, de films. Des fois, on a envie comme de s'évader dans un film, mais qu'en même temps, ça soit une thématique qui vient nous chercher, qui nourrit en fait la réalité dont on est en train de vivre. Donc, les bibliothécaires ont vraiment été chercher ces ressources-là qu'ils nous recommandent dans 15 thématiques. Donc, on aborde, ici vous avez proches aidants, mais on parle aussi des aînés, le cancer, le deuil, l'Alzheimer, les maladies du cœur, maladies mentales, les soins de fin de vie. Donc, 15 thématiques comme ça. C'est vraiment très inspirant. Puis, comme c'est mis à jour à toutes les années, on a vraiment les derniers outils de l'heure, les derniers livres qui ont été sortis. Donc, c'est vraiment une belle ressource. Bibliosanté, si vous cherchez ce type d'informations-là. Je voulais aussi vous partager 2 ressources pour tout ce qui est les mesures fiscales. Donc, je vous ai mis dans mon répertoire d'outils pratiques le lien pour le moteur de recherche de Revenu Québec. Vous avez toute la liste complète des crédits d'impôt qui sont mis à jour parce qu'on a beaucoup de changements au niveau fiscal à toutes les années. Donc, même si on engage un comptable spécialisé, une firme comptable spécialisée pour faire nos impôts, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire le parallèle entre votre réalité puis le crédit d'impôt. Des fois, il y a de l'information qui pourrait faire une différence au niveau des impôts, mais comme on ne sait pas que ça fait une différence, on n'en parle pas au commis comptable et puis on n'a pas le crédit d'impôt. Donc, c'est vraiment un bottin qu'on peut consulter pour s'assurer de transmettre au comptable l'information. Et si on n'est pas certain d'avoir été chercher tous les crédits d'impôt, une ressource que j'aime beaucoup, c'est Remboursement Alissa. Remboursement à l'ISA, ça a vraiment été réfléchi pour les familles dont un membre a un problème de santé. Donc, ils sont capables de regarder avec vous votre situation et vous conseiller dans les crédits d'impôt remboursables, non remboursables, dans les 2 paliers d'imposition pour voir tout ce qui est possible. Les frais de déplacement, les frais d'adaptation du domicile. Il y a vraiment toute une gamme de crédits d'impôt qui sont méconnus. Des milliers de dollars que les familles vont pas chercher parce que justement, on ne sait pas que ça existe. Remboursement à l'ISA sont capables de retourner en arrière sur 10 ans de rapport d'impôt pour voir si dans les 10 dernières années, vous avez été chercher le maximum de crédit d'impôt. S'ils ne trouvent rien, ça ne vous coûte rien. S'ils trouvent quelque chose, il y a un pourcentage. De mémoire, sur toute réserve, c'est 20% que Remboursement à l'ISA prennent pour payer leurs services, mais c'est un 20% de l'argent de toute façon qu'on n'aurait pas eu parce qu'on ne savait pas qu'on n'avait pas le droit. Donc, Remboursement à l'ISA, c'est bon aussi que ça soit une personne qui est aînée ou un enfant qui a un problème un déficit au niveau scolaire. Donc, il y a vraiment toute une gamme de crédits d'impôt qu'on peut aller voir de ce côté-là. Si on reste dans les démarches légales, ce qui est intéressant, c'est le formulaire, le document que faire lors d'un décès. Là, ici, j'ai une vieille édition, donc le visuel ne sera pas le même de celui que vous allez trouver sur le lien Internet de mon répertoire. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement du Québec met à jour à toutes les années ce document-là qui est en PDF téléchargeable gratuitement en ligne.
Et on fait vraiment un tour d'horizon sur les démarches à faire avant le décès. Donc, ne pas le sortir après le décès. Je recommande toujours le plus tôt possible parce que c'est un bel outil pour apporter une discussion avec le proche qui est malade en fin de vie. Des fois, il y a des familles qui ont peur un peu d'aborder le sujet, de dire, ben, j'ai peur que mon proche pense que j'ai hâte qu'il meure parce que je parle de sa mort. Donc, de sortir un document comme ça l'oriente sur quoi parler, qu'est-ce qui est utile à connaître comme information, et ça permet aussi à la personne qui est en fin de vie de préparer elle-même ces documents-là et de transmettre ses volontés. Donc, je vous encourage vraiment d'utiliser ce document-là qui est disponible en ligne gratuitement pour toute la préparation avant le décès et après le décès. Donc, on y parle les démarches avant le décès, les directives médicales anticipées, le don d'organes, les différents mandats, le testament, donc qu'est-ce qui est important, et toutes les démarches après le décès. Donc, tous les documents, déclaration de décès, certificat de décès, le copie d'acte. Donc, il y a différentes terminologies, différents documents qu'on va chercher après un décès. Ils ont toutes des utilités différentes, on décortique tout ça. On parle de la loi sur les congés qui sont prévus en cas de décès. Il y a toute une grande portion sur la succession, la liquidation, quoi faire, qui contacter, à quel moment, l'aide aux survivants aussi, donc des soutiens financiers pour les proches endeuillés. Toute la communication auprès des ministères, donc si la personne avait des programmes ministériels particuliers, on doit les contacter pour informer du décès, pour faire des démarches particulières. Donc, toute cette portion-là est abordée. Donc, moi, je l'ai toujours recommandé, disponible dans les maisons de soins palliatifs où ce que j'ai œuvré, puis de l'avoir, en fait, ça l'aide vraiment à s'organiser. Parce qu'une personne qui est en fin de vie, une fois que ça, c'est réglé, c'est vraiment un poids de moins sur les épaules. Elle sent que tout ça est réglé, puis qu'elle peut vraiment passer là, à la communication son cœur, puis à savourer ce moment-là avec ses proches. Donc, que faire lors d'un décès? Vous avez le lien que vous pouvez trouver sur le moteur de recherche ou encore dans mon répertoire d'outils pratiques. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement du Québec nous a préparé un document programme et services pour les aînés. Donc, encore une fois, c'est une ancienne édition, donc le visuel a changé, mais c'est toujours le même principe. Donc, tout ce qui se fait pour nos aînés, que ce soit un aîné qui est en santé, un aîné qui est malade, un aîné qui change d'institution, un aîné qui est en fin de vie. Donc, c'est quoi les programmes ministériels qui existent à ce jour? Donc, vous allez chercher le PDF de l'année et ça vous met à jour sur ces programmes-là qui peuvent faire une réelle différence dans le quotidien de nos familles. Alors, pour continuer dans les outils pratiques, un autre outil que j'aime beaucoup pour la clientèle qui est en oncologie, donc qui est atteinte de cancer, c'est le passeport en oncologie. Et puis là, le ministère a fait de mémoire 4 visuels différents, donc ça se peut que le visuel soit pas le même, mais c'est le même outil. Dans ce document-là, en fait, on retrouve toutes les informations pertinentes pour la clientèle qui est atteinte de cancer. Donc, c'est quoi les symptômes attendus selon la situation de l'individu? C'est quoi, c'est qui sont les personnes qu'on peut contacter, à quel moment on doit les contacter, ça c'est super important parce que quand on se retrouve à prendre soin d'un proche à domicile, on n'a pas nécessairement le jugement clinique professionnel pour dire, ben ce symptôme-là est préoccupant, on doit transmettre l'information, là on est rendu à aller à l'urgence, là on est rendu à appeler le 911. Donc toute cette gradation-là de savoir quel symptôme est préoccupant, à quel moment je contacte qui, c'est quoi la ligne téléphonique 24/7 que je peux rejoindre une infirmière à tout moment quand je suis rendue vraiment en contexte de soins palliatifs. Donc, on rassemble toutes ces informations-là. On est vraiment accompagné avec les professionnels sur qu'est-ce qui est le plus pertinent. Donc, il y a certains symptômes dans certaines pathologies qui vont être plus préoccupantes que d'autres. Ça, c'est le genre d'informations qu'on peut aller chercher auprès de notre équipe pour vraiment assurer un suivi sécuritaire auprès de notre proche. Donc, on regarde aussi la liste des médicaments. On a des espaces pour les rendez-vous. Donc, le calendrier des rendez-vous médicaux, les résultats des tests. Donc, si vous êtes en oncologie, ça se peut qu'on vous ait déjà proposé ce document-là, le passeport en oncologie. Donc, souvent les infirmières pivots
en onco va le proposer. Si c'est pas votre cas, vous pouvez vous en procurer sur le site du ministère de manière gratuite en fait. Et encore une fois, c'est un bel outil de communication quand on se retrouve dans la pièce avec le médecin où ce que les choses vont vite, on a la tête pleine d'émotions, on anticipe qu'est-ce qu'il va se dire. Donc, on a des outils comme ça qui nous rappellent à quel moment il y a eu quels symptômes, quelle intensité, qu'est-ce qui a fait du bien. Un autre outil, en fait, que j'ai développé quand on parle de communiquer avec l'équipe soignante, c'est comment se préparer à la rencontre de l'équipe. Quand on parle d'équipe, oui, c'est le médecin, ça peut être l'infirmière, ça peut être le pharmacien. Donc, tout simplement une banque de questions que j'ai développée pour vous, pour réfléchir à est-ce qu'il y a eu des changements, quelles sont leurs natures, quelle information est importante. Et puis, on répertorie tout ça. On peut tout simplement faire l'achat d'un petit livre qu'on laisse au chevet, qu'on laisse à portée de main, qu'on prend des notes. L'important, c'est de se vider la tête, en fait, d'avoir un espace où on rassemble ces informations importantes-là, puis qu'on arrive à passer à d'autres choses parce qu'on sait que c'est noté, puis qu'on n'a pas besoin de s'en souvenir. Donc, quand on arrive dans le bureau avec le professionnel, on a les informations en main. On est prêt à répondre. Les fameuses questions de à quand remontent vos menstruations. Donc, si on n'a pas pris le temps de regarder ces informations-là, ben c'est simple comme question, mais ça se peut qu'on l'ait pas en mémoire fraîche. Donc, les symptômes, la durée, l'intensité, c'est des informations qui vont faire une grande différence dans le suivi médical, dans l'ajustement des traitements. Donc, c'est important de transmettre l'information et ça peut venir beaucoup à gérer rapidement. Donc, se préparer aussi à recevoir l'information. Donc, quelle information j'ai besoin d'avoir pour prendre une décision la plus éclairée possible sur mon proche, à savoir, ben, est-ce que oui ou non on fait un tel traitement pour cette personne-là. Donc, soit qu'on a à décider pour elle ou qu'on a à l'accompagner dans sa décision. Donc, c'est un outil qui est disponible aussi sur mon institut, donc institut.evgaudreau.com. Le dernier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un outil que j'ai trouvé en pharmacie. Donc, je vous invite à aller fouiller dans la section dépliants que vous avez dans votre pharmacie. Il y a des fois des petits bijoux qu'on peut avoir qui sont là pour nous aider, pour faciliter le quotidien comme ça. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est ici, on a un aide-mémoire. Si vous voyez, il y a des aimants. Donc, on peut tout simplement le mettre sur la porte du réfrigérateur et ça nous fait un aide-mémoire sur qu'est-ce qui est important comme symptôme, à quel moment on doit consulter. Je reviens encore dans cette question-là, mais c'est une question qui est au cœur même de l'accompagnement parce qu'on peut appeler trop rapidement le 911 pour une situation qu'on aurait pu gérer à la maison, qui aurait évité des déplacements, de l'anxiété, le fait d'avoir un risque de contamination à aller à l'hôpital. Donc, le transfert à l'hôpital, si on peut l'éviter, on l'évite. Donc, on a des ressources comme ça qui peuvent nous aider à nous orienter sur les signes et symptômes les plus importants pour nos proches, puis on le garde à portée de main comme un aide-mémoire, toujours dans le but de libérer nos pensées, libérer notre mental, focusser sur qu'est-ce qui est important, puis avoir à portée de main la ressource quand on est en crise d'anxiété parce qu'il se passe quelque chose, puis on se sent dépassé, puis on se demande si c'est le moment d'aller à l'urgence ou d'appeler le 911. Mais on a rapidement la ligne, par exemple, d'appel qu'on peut rejoindre. On a des rappels aussi de dire ben, après combien de jours de fièvre on doit consulter et ce type d'informations-là. Donc, c'est vraiment des outils qui peuvent faire une différence. On a des outils tout simplement comme des agendas qu'on réserve à l'accompagnement des familles, des journaux de bord qu'on utilise pour vraiment s'occuper des soins de la personne. L'important, c'est de trouver quel outil répond le plus à votre besoin, d'avoir à portée de main ces informations-là, de pouvoir faire un relais avec l'ensemble des gens qui s'occupent de la personne qui est malade et de les mettre à jour régulièrement. Alors, voici en rafale ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous est utile, que c'est quelque chose qui va pouvoir faciliter votre quotidien. Si vous faites partie de ceux qui prennent soin des gens malades,
peu importe en fait le rôle que vous avez auprès d'eux. C'est des outils qui peuvent faire une grande différence qu'on a à portée de main gratuitement pour la forte majorité de ces outils-là. Alors, je vous rappelle, le lien, c'est vraiment le répertoire des outils pratiques que j'ai développé sur institut.fgaudreau.com. Vous avez toute l'information que je vous ai donnée aujourd'hui se trouve là-dessus avec tous les liens. Puis j'ai ajouté aussi d'autres outils que j'ai pas abordés aujourd'hui avec différentes thématiques de santé. Donc, c'est vraiment l'endroit qui vous répertorie toutes ces informations-là. Donc, je demeure disponible encore si vous avez des questions, des commentaires. Donc, info@fgaudreau.com. C'est toujours un bonheur de vous servir.